Ce qui est générateur de la marche, c'est la grève de la faim de mai 81 pour que les jeunes issus de l'émigration aient des statuts à part entière dans ce pays et ne soient plus victimes de la double peine. Et cette grève a eu lieu pendant un mois à Lyon, et donc on retrouve déjà Toumi Djaïdja, Christian Delorme et Jean Costil, les trois qui vont générer au mois d'octobre, enfin en juin quand Toumi Djaïdja est à l'hôpital à Lyon, qui vont générer la marche qui partira le 15 octobre de Marseille, quoi. C'est qu'il y a eu des grèves dans des grandes usines françaises, Renault, etc. et tout. Et le gouvernement socialiste de l'époque, donc Pierre Mauroy étant Premier ministre, Gaston Defferre étant ministre de l'Intérieur, ont tout de suite stigmatisé les grévistes de ces entreprises en disant que c'était bien sûr, il y avait essentiellement des immigrés, hein, et que c'était des immigrés qui étaient manipulés de l'extérieur par des milieux intégristes. On semble entendre des mots modernes, très modernes, c'était pourtant il y a 30 ans, quoi. Le problème, c'est que 81-83, il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui meurent et qui sont abattus par des Français. Les enfants de ces immigrés-là, je crois, ont ressenti une double injustice, quoi. Une injustice sociale, parce qu'ils se sentaient rejetés du système, et une injustice, je dirais, morale, dans la mesure où leurs parents travaillaient, payaient des impôts en France, étaient là en France depuis des années, et eux, on les considérait encore comme des étrangers. Il y avait en même temps une prise de conscience au niveau des jeunes, à différence de leurs parents qui pensaient toujours, comme encore maintenant certains, peut-être moins mais encore certains, et plus à l'époque, qu'ils ne venaient en France que pour une certaine durée et qu'ils allaient, comme ils disaient, retourner au pays. Les jeunes qui ont organisé cette marche, hein, en 83 ont pris conscience de ça et ont senti la nécessité de s'affirmer. Et ça, je crois que ça a été quand même une sorte de secousse, hein, et de prise de conscience aussi, et de gens qui disaient « Ah bon, pourtant, il nous semblait que tout allait bien, qu'on avait bien reconnu tout le monde. » Eh bien non. Se mettre à la mémoire que à partir de 1974, parce que c'est le déclenchement de ce qu'ils appellent la crise économique, et on sait très bien que tous les propos qui étaient tenus à l'époque concernant l'accueil ou non-accueil des immigrés, déjà on commençait à avoir effectivement un discours limitatif concernant la présence des étrangers ici en France. Bien sûr, ça a trouvé sa traduction au niveau d'abord de la facilitation au pain, de l'accès aux droits et surtout au niveau de l'accès aux droits administratifs. À Montpellier, c'était plutôt plus les gens
qui voulaient régulariser leur situation. C'est des gens qui n'avaient pas de papier, qui étaient clandestins et qui voulaient régler ce problème. Et ils ont trouvé des associations locales pour les soutenir, comme la CIMAD, la STM et d'autres. Et aussi des syndicats comme CGT, CFDT, Force ouvrière. Ici, on est sur des batailles, donc à Montpellier, les batailles travailleurs français émigrés, Solidarité, et qui réunit beaucoup de monde. C'est les travailleurs dans l'agriculture, c'est eux qui... c'est ça les premières luttes, quoi. À Béziers, à Nîmes, à Montpellier, la grève de la faim dans le temple de la rue Maguelone. Ça, c'est les... Voilà. Après, il y a eu dans les foyers, les batailles dans les foyers. Les foyers, c'est les foyers Sonac-Autran. Alors à Montpellier, dans le coin, puisqu'il y avait des foyers. Et ça, c'est des luttes qui ont réuni jusqu'à 25 000 personnes en France. Montpellier, comme beaucoup de villes du Midi, a été marqué par l'afflux de population pieds noirs. Après 1962, beaucoup de Français d'Algérie, comme on disait, sont venus s'installer dans le Midi. Le problème, c'est qu'un certain nombre de ces pieds noirs n'ont pas accepté cette situation, et lorsqu'ils sont venus habiter en France, effectivement, ils ont développé une politique, pas tous bien évidemment, mais de rancœur envers les Algériens, et en même temps donc de voter plutôt à droite, puisque c'est la gauche qui est censée représenter les idéaux républicains. Et à Montpellier, effectivement, le maire de Montpellier, qui était à l'époque François Delmas, avocat, mais ouvert, comme un avocat de droite, mais quelqu'un d'ouvert, et qui a beaucoup fait, il faut le reconnaître, sur le plan de l'accueil des populations pieds noirs. Mais du fait qu'il y avait ces populations pieds noirs, il y avait donc des antagonismes avec la population d'origine algérienne, et donc, comme je vous dis, des problèmes de discrimination, de racisme, et notamment d'exploitation au niveau du travail. Pour l'égalité des droits et contre le racisme, c'était le thème de la manifestation qui était organisée cet après-midi à Montpellier, une manifestation en forme de marche et qui aura des prolongements ce soir. Une vingtaine d'associations culturelles, politiques et syndicales sont les organisatrices d'une marche qui a conduit aujourd'hui bon nombre de Montpelliérains du Pérou à la Payade. Cette action avait pour but d'attirer l'attention sur l'égalité des droits et contre le racisme. Ce soir, un meeting aura lieu au Mas de la Payade. Pour les organisateurs, ce sera l'occasion de demander au gouvernement des mesures concrètes en faveur de l'égalité des droits entre les populations françaises et immigrées, et cela afin d'éviter la montée du racisme en France. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la Grande Marche pour l'égalité qui a commencé le 15 octobre à Marseille et s'achèvera le 3 décembre à Paris. On profitera de la marche pour faire une manifestation du Pérou à la Payade, mais également on mettra en exergue le fait qu'au quartier Gély-Figuerolles, il y a un jeune, Houssine Bouziane, qui sera abattu dans les circonstances que la marche voulait dénoncer. Voilà, donc c'est ce contexte-là, quoi, hein. On est dans ce contexte. Il y a des militants locaux, militants au sens où des types qui sont rentrés en action, hein. Ils n'étaient pas dans des partis, des organisations, mais ça a permis à des militants d'émerger, c'est-à-dire à des gens qui avaient envie de parler, de faire quelque chose. Ça leur a permis d'émerger dans la rue et de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose. La marche s'est organisée comme toutes ces actions à l'époque. Ça s'est organisé aux 3 avenues de l'Odève, au local de l'association des travailleurs migrants, qui était pendant toute la génération 70 l'organisation la plus... celle qui, au fond, fédérait tout le mouvement associatif. Donc il y avait les associations habituelles, c'est-à-dire bien sûr la STM, il y avait les associations familiales, le LOC-DAFAL, les associations espagnoles, il y avait après les partis politiques, PSU, LCR, PS, PC, il y avait des syndicats, et il y avait une association un peu spécifique, il y avait la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, et la CIMAD, voilà, donc ça c'était les organisations principales de ce moment-là. Moi je me rappelle, j'y ai participé avec d'autres camarades, d'autres amis, du PSU et même
d'autres partis de gauche qui faisaient partie du conseil municipal. Et puis tout le monde associatif, hein, tiers-mondistes, etc., qui était quand même sur Montpellier, qui est toujours d'ailleurs très présent. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est au moins 1500 personnes du centre-ville, du Pérou jusqu'à la Paillade, jusqu'au foyer Lagrange, où on va retrouver après les groupes classiques qui faisaient des concerts pour nous, Nascoum et les autres. Pour les manifestations, c'était pas compliqué parce qu'il y avait beaucoup de contacts avec les travailleurs migrants qui n'habitaient pas les quartiers comme la Paillade, Petit Bar. Ça, c'est venu après, c'est avec l'immigration familiale. Mais c'était beaucoup d'hommes seuls qui, comme je l'ai dit, travaillaient dans l'agriculture. Ici, travaillaient beaucoup dans l'agriculture, dans le bâtiment aussi. Mais habiter les quartiers, Plaque-Cabane, enfin des cités aujourd'hui qui n'existent plus, derrière les arceaux, enfin tous ces coins. Et là, on était dans les quartiers populaires. Et les gens venaient, ils habitaient seuls, et ils se mobilisaient, et ils venaient pour réclamer leurs droits. C'est un moment où justement arrivait la nouvelle génération des enfants de personnes d'origine maghrébine nées en France et qui étaient nées en France et à leur majorité ou même sont devenues françaises. Dans le cadre de la législation française, beaucoup d'entre eux, tout en ayant des parents étrangers, étaient français. Les gens se battaient pour leurs droits, c'est clair. Donc on avait, sur une manif de 1500 personnes, il devait y avoir la moitié de travailleurs immigrés qui étaient présents. Il y avait ceux des foyers qui venaient, foyer de Sonacotra qui existe toujours, le foyer là-bas à côté de l'avenue d'Assas, là-bas derrière. Voilà, oui, les gens étaient présents, quoi. Ils venaient, ils sortaient, ils venaient se battre, ils venaient réclamer leurs droits. Voilà. Nous, en décembre, pendant la marche, après la mort d'Houssine Bouziane à Figueroles, on a des réunions sur le quartier, dans une salle qui était derrière. On a des réunions et on organise à ce que les gens du quartier puissent participer à la marche à Paris. Donc on va louer, je crois, un wagon, je ne sais plus si c'était un TGV ou un train normal à l'époque, je ne sais plus ça ne me revient plus. Mais toujours est-il qu'on est une cinquantaine à monter d'associations diverses et des gens du quartier pour être à Paris, à la Bastille, avec les photos d'Houssine Bouziane. Le deuxième point qui est lié, à mon sens, c'est celui aussi de la libéralisation du champ audiovisuel, et surtout au niveau des radios libres. Alors là, tout de suite, vous avez trouvé que ce soit la radio Clapas, la radio Nassim, etc. Bon, vous avez, voilà, vous avez bien fait le travail des communes, Nassim, etc. Donc vous avez floraison, dirais-je tout simplement, de moyens de communication et qui étaient voilà, que les immigrés, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, avaient saisi. C'était une radio multiculturelle et interculturelle. C'est-à-dire que dans notre radio, il y avait certes des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, des Égyptiens, mais il y avait aussi des Persans, il y avait des Vietnamiens, il y avait des Syriens, il y avait des Portugais, il y avait évidemment des Espagnols. Montpellier est une ville où il y a énormément d'immigration espagnole très très forte. Donc voilà, c'était ce type de radio qui avait pour fonction, pour but, à l'époque où il n'y avait pas de satellite, où il n'y avait pas l'Internet, de donner la parole aux gens des quartiers dans la langue où ils s'exprimaient, et surtout, je dirais, Nassim, vous savez, en arabe, c'est le vent frais qui se lève le soir quand il a fait très chaud dans le désert. Il y a un petit vent frais qui vous fait du bien, là, juste le soir avant la nuit. C'était ça, quoi. C'était donner un peu, non pas la nostalgie, mais ce vent frais, quand on rentre du boulot, tout ça, d'entendre sa langue, de pouvoir parler sa langue. Et puis, comme la radio était très interactive, de téléphoner pour dire, voilà, je voudrais tel disque. Les gens venaient faire des émissions de flamenco à la radio, par exemple. C'était très convivial, c'était pas... Alors, la radio était implantée à la Paillade, dans des locaux qui étaient municipaux à l'époque. Donc, on disposait d'un appartement, pas très adapté pour faire de la radio, mais qui nous a servi comme un pied-à-terre pendant quelques années pour faire nos émissions. Il y a eu une prise de conscience quand même de la population française en général que tous ces jeunes étaient français comme eux et qu'ils faisaient partie intégrante de la France
ils souhaitaient vivre ici et que ce n'étaient pas des populations de transit qui étaient venues travailler ou vivre un certain temps en France et qui allaient retourner en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Aujourd'hui, on vit dans un communautarisme étroit. Alors s'il y a un appel à lancer pour revenir dans, je dirais, dans la mentalité des gens qui ont créé, qui ont initié la marche pour l'égalité, qui n'était pas la marche des beurs, je dis bien la marche pour l'égalité, c'est aujourd'hui de reparler d'égalité. Surtout ne restez pas dans votre identité fermée. Vous n'êtes pas des beurs, vous n'êtes pas des noirs, vous êtes des jeunes qui souffraient du chômage, comme les jeunes français souffrent du chômage. Et la lutte, elle est économique. Elle n'est pas je me bats parce que je suis arabe, je me bats parce que je suis noir, je me bats parce que je suis jaune. Non, je me bats parce que je suis un citoyen en France qui doit avoir les mêmes droits que tous les citoyens français et surtout qui doit avoir accès au travail dans les mêmes conditions. Il est hors de question que nous soyons les uns et les autres français, ou du moins pour ceux qui le sont, et puis que par la suite, un des triptyques de la République soit absent dans le traitement de leur situation, à savoir l'égalité. Je crois que sans arrêt, il faut être vigilant et qu'il faut se battre pour que les choses évoluent et que les choses avancent. Et je crois qu'il faut être optimiste. Et je dis à toute la jeunesse actuelle, battez-vous, soyez optimistes. 30 ans après, il y a quand même une évolution importante et il y a beaucoup de gens maintenant quand même qui sont plus insérés dans la société, qui ont du travail, qui ont des domiciles, qui ont même fait des carrières relativement importantes, mais on les met en avant parce que certains ont réussi, comme on dit, mais la majorité, c'est toujours très difficile pour elles. C'est toujours une profession qui est toujours, malgré tout, stigmatisée, discriminée. Arrêtez de quémander les droits. Les droits, ça s'arrache. Ce n'est pas quelque chose qui se quémande. Dans l'histoire de l'humanité, depuis au moins, je ne sais pas, Spartacus, mais certainement avant, les droits, ça s'arrache. Ça ne se quémande pas.